Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet super important pour les révisions, la place de la France en Europe et dans le monde. C'est un thème plein de nuances, alors on y va, on plonge dedans. Voilà le programme. On va d'abord voir comment la France est un des moteurs de l'Europe. Ensuite, on se demandera ce que pèse vraiment sa puissance au niveau mondial. On parlera de son fameux soft power. Puis, un petit tour du côté des océans. Et on terminera en regardant comment tout ça se répercute sur le territoire français lui-même. Pour bien commencer, il faut saisir ce qui fait toute la particularité de la France. C'est un vrai paradoxe. D'un côté, on a un pays qui représente moins de 1% des habitants de la planète, et de l'autre, ce même pays possède le deuxième plus grand espace maritime du monde. Alors la question, c'est comment est-ce possible? Comment fait-on pour peser dans le monde avec ses cartes en main? C'est ce qu'on va explorer. Logiquement, l'histoire de l'intégration française, elle commence juste à côté de chez nous, au cœur de l'Europe. Parce que la France, ce n'est pas juste un pays membre de l'UE, non. Elle en est l'une des architectes, l'une des fondatrices, et ce, depuis le tout premier jour. Regardez cette chronologie, elle parle d'elle-même. De la CCAE en 51, qui devait rendre la guerre impossible, au traité de Maastricht en 92, qui a créé l'Union européenne telle qu'on la connaît, en passant par l'espace Schengen. À chaque grande étape, la France a été là, à la table des négociations, pour pousser le projet plus loin. Et cette intégration, ce n'est pas juste une idée politique, c'est une réalité économique, très concrète. Le marché unique européen, c'est absolument vital pour l'économie française. La grande majorité de ce que la France vend et achète, elle le fait avec ses partenaires européens. C'est dire à quel point les économies sont liées. Mais attention, il ne faut pas croire que ça s'est fait tout seul, sans discussion. En France, il y a toujours eu une sorte de tension, un débat permanent entre deux visions de l'Europe. D'un côté, l'idée d'une Europe fédérale, très intégrée, et de l'autre, l'idée d'une Europe des nations, chère au général de Gaulle, où chaque pays reste maître chez lui. Ce débat est toujours d'actualité et il explique beaucoup de choses sur la position française aujourd'hui. Bon, maintenant qu'on a posé les bases en Europe, sortons des frontières du continent. Comment est-ce que la France existe en tant que puissance à l'échelle mondiale? On va voir que c'est une puissance nuance. Pour exister dans le monde, la France s'appuie sur ce qu'on appelle son hard power, sa puissance dure. Et elle a de sacrés atouts. Une place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, qui lui donne un droit de veto, l'arme nucléaire, qui garantit sa sécurité, une armée qui se classe parmi les plus importantes, et un réseau d'ambassades énorme, le troisième au monde. Tout ça mis bout à bout, ça donne une voix qui porte. Cet exemple est resté dans les mémoires, en 2003, quand la France a dit non à la guerre en Irak face à son allié américain. C'était la démonstration parfaite de son indépendance diplomatique. Ça montre que tous ces atouts ne sont pas juste sur le papier, ils permettent d'avoir une politique étrangère qui lui est propre. Par contre, il faut être lucide. Si la France a une influence mondiale, son hard power a ses limites. Comparé à des géants comme les États-Unis ou la Chine, sa capacité militaire la classe plutôt comme une puissance de second rang. Et c'est là toute la complexité de son positionnement. Elle est influente, mais elle n'est pas une superpuissance. Alors, si sa puissance militaire a des limites, où est-ce que la France va chercher son influence? Eh bien, elle mise énormément sur une autre forme de pouvoir, le fameux soft power, sa capacité à séduire, à influencer par sa culture, son image, son mode de vie. D'abord, un petit rappel de ce qu'est le soft power. C'est l'idée d'influencer les autres, non pas par la force, mais par l'attraction. C'est quand les autres pays ont envie de vous ressembler, d'adopter votre culture, vos valeurs. C'est une arme d'influence redoutable dans le monde d'aujourd'hui. Et de ce côté-là, la France a de quoi faire. La francophonie, c'est plus de 220 millions de personnes. Le Louvre, c'est le musée le plus visité au monde. Dans le luxe, les entreprises françaises dominent le marché. Et même notre gastronomie est reconnue par l'UNESCO. Bref, la culture française rayonne un peu partout. La preuve la plus évidente de ce soft power, c'est le tourisme. 90 millions de visiteurs étrangers en un an. C'est gigantesque. Chaque touriste qui vient, c'est une victoire pour l'image de la France et une confirmation de son attractivité culturelle et économique. Passons à un autre aspect de la puissance française, un aspect souvent méconnu et pourtant essentiel, sa dimension maritime. Et là encore, on va voir qu'il y a un sacré paradoxe. Grâce à ses territoires d'outre-mer, éparpillés sur tous les océans, la France est présente partout sur le globe. Résultat, elle contrôle un espace maritime de 10 millions de kilomètres carrés. C'est le deuxième plus grand au monde, juste derrière les États-Unis. C'est un atout géopolitique absolument colossal. Petit point de définition essentiel, la ZEE, la zone économique exclusive, c'est la zone maritime où un pays a le droit exclusif d'exploiter les ressources. Pêche, pétrole, gaz, minerais sous-marins, tout ça c'est un trésor économique et un enjeu stratégique majeur pour l'avenir. Et voilà le paradoxe dont on parlait. D'un côté, une ZEE immense,
de rang mondial, mais de l'autre, des moyens qui ne sont pas forcément à la hauteur. La marine nationale est puissante, mais c'est la 7e au monde, et nos grands ports comme Marseille ou Le Havre peinent à rivaliser avec les géants du nord de l'Europe. On a donc un potentiel énorme, mais on ne l'exploite peut-être pas à son maximum. Pour finir, on va faire un zoom arrière et regarder comment toute cette intégration dans le monde et en Europe a des conséquences très directes à l'intérieur de nos propres frontières. Et on va voir que ça crée de fortes inégalités. En fait, l'intégration à la mondialisation ne profite pas à tout le monde de la même manière. Les grands gagnants, ce sont les grandes métropoles, et surtout Paris. En tant que ville-monde, Paris et sa région attirent les talents, les entreprises, les investissements et concentrent à eux seuls presque un tiers de toute la richesse du pays. Du coup, ça dessine une France à plusieurs vitesses. D'un côté, on a les territoires dynamiques, bien connectés, les métropoles, les côtes qui profitent du commerce, les régions frontalières. Et de l'autre, des territoires qui se sentent un peu à l'écart, la fameuse diagonale du vide, ou les anciennes régions industrielles qui ont du mal à se réinventer. Et ça, ce n'est pas juste une carte de géographie, et c'est un point absolument essentiel pour comprendre la société française aujourd'hui. Ces inégalités, ce sentiment d'être laissé pour compte dans certains territoires, c'est l'une des racines de tensions sociales très fortes, comme on a pu le voir avec le mouvement des Gilets jaunes. Alors, si on devait résumer, l'intégration de la France, c'est une histoire de contraste. Un rôle de pilier en Europe, mais toujours débattu. Une puissance mondiale qui mélange un hard power limité avec un soft power très influent. Un domaine maritime géant, mais des capacités secondaires. Et enfin, une connexion au monde qui crée des gagnants, mais aussi des perdants sur son propre sol. Tout ça nous amène à une dernière question qui reste ouverte. Dans un monde qui bouge très vite, avec de nouvelles puissances qui émergent, comment la France peut-elle jouer au mieux avec ses atouts si particuliers pour continuer à peser et à influencer le futur? C'est tout l'enjeu pour les années à venir.